Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Conseil de gouvernement adopte le projet de décret relatif à la détermination des avantages des conscrits dans le cadre du service militaire et ceux qui sont recrutés à nouveau. Le Conseil a décidé après examen d'approuver le texte du projet de décret en vue de le présenter au Conseil des ministres. Le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé à Rabat. L'objectif de cette visite est de promouvoir les relations économiques entre les deux pays. Les échanges commerciaux ont atteint 3 milliards de dollars après la visite de Sa Majesté le Roi à Moscou en mars 2016. Et c'est aujourd'hui que nous célébrons pour la première fois la journée internationale de l'éducation. Au Maroc, les chiffres ont connu une nette progression. Le taux de scolarisation au primaire est arrivé à 99%. Retour sur l'exposition d'aquarelles de l'artiste architecte et plasticien Adam Mahfoudi à Casa del Arte à Casablanca. Dans cette rétrospective, il met en lumière le patrimoine bâti marocain du XIIe au XIXe siècle à travers des croquis, des affiches et des dessins peints à l'aquarelle. Les salaires et les avantages des conscrits dans le cadre du service militaire ont été définis aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans son discours du vendredi 12 octobre marquant l'ouverture de la session parlementaire, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, s'était exprimé pour la première fois sur le nouveau service militaire obligatoire au Maroc. Le Conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui afin d'adopter le projet de décret relatif à la détermination des modalités de cette initiative royale. Quelles seront les modalités de fonctionnement du service militaire? C'est la question à laquelle a répondu aujourd'hui le Conseil de gouvernement en adoptant un décret d'application de la loi 44-18 qui fixe la durée du service militaire à 12 mois et l'âge d'appel de 19 à 25 ans. Le recensement des appelés se fera sur la base de l'égalité et de la répartition géographique des citoyens et aussi sur le principe de la candidature volontaire pour les femmes et les résidents marocains à l'étranger. Des commissions régionales et centrales superviseront le suivi des différentes opérations d'appel pour s'assurer que tous les Marocains soient égaux devant le service militaire, indépendamment de leur classe sociale, leur diplôme ou leur niveau d'instruction. Un site internet sera mis en place lors de l'opération de recensement, sans oublier la création d'une commission centrale qui sera chargée de définir les critères qui permettront de déterminer les citoyens appelés à accomplir le service militaire. Le deuxième décret adopté aujourd'hui définit les salaires et les avantages des conscrits au service militaire qui se verront attribuer des grades militaires selon le système en vigueur dans les forces armées royales, ainsi que des soldes et des indemnités exonérées de tout prélèvement fiscal. Les appelés bénéficieront également gratuitement de l'habillement, de l'alimentation, des soins dans les établissements hospitaliers militaires, de la couverture médicale, du logement, de l'assurance décès et invalidité en cas d'accident pendant la durée du service militaire. Les deux textes adoptés aujourd'hui seront présentés en Conseil des ministres. Un budget de 500 millions de dirhams sera mobilisé annuellement à partir de cette année et les premiers appelés devraient démarrer leur service militaire à la rentrée de septembre 2019. Et ce service militaire sera universel, c'est-à-dire valable pour tous les Marocains concernés sans distinction. Les exemptions peuvent néanmoins être temporaires ou permanentes, et cela notamment dans les cas suivants, en cas d'inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, soutien de famille ou poursuite d'études, sont exclus du service militaire tant qu'elles ne sont pas réhabilitées les personnes condamnées à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à 6 mois. Un chiffre à présent, il concerne la lutte contre les disparités territoriales. Le Maroc a investi 1,2 milliard de dirhams l'année dernière pour le développement du monde rural. Une enveloppe répartie sur les secteurs de la santé, de l'éducation, du sport et des loisirs. Un budget a aussi été alloué à la création d'activités génératrices de revenus.
Le monde rural fortement impacté par la vague de froid et les chutes de neige que connaît le royaume depuis le week-end dernier. Plusieurs axes routiers, notamment à Taza, Gersif et Ifrane, ont été coupés à la circulation. Le trafic routier a été rétabli sur 11 tronçons. En revanche, 5 autres axes sont toujours condamnés. Et les mauvaises conditions météorologiques ne sont pas sans incidence sur l'activité halieutique. À Essaouira, les bateaux de pêche n'ont pas largué les amarres depuis le début de la semaine, ce qui a naturellement augmenté les prix du poisson. Reportage Younes Sbah, le récit de Sarah Japri. Depuis 3 jours, l'activité tourne au ralenti, mais les pêcheurs doivent tout de même composer avec la tempête. Au port d'Essaouira, aucun bateau de pêche n'a pris le large. Les vents forts et les houles bloquent les marins à quai en attendant la levée de l'alerte météo. Ils entretiennent leurs bateaux. Des houles sont annoncées pour samedi et dimanche. Les vents forts devraient se poursuivre encore quelques jours. Ces conditions perturbent l'activité maritime. Nous profitons de cet arrêt d'activité pour réparer les bateaux. Lorsqu'une houle est annoncée, les autorités portuaires appellent les pêcheurs à redoubler de vigilance et à ne pas s'aventurer en mer pour éviter tout incident. Quand les conditions météorologiques sont défavorables à la pêche, nous publions des bulletins d'alerte. Nous interdisons également l'accès aux francs de mer par mesure de sécurité. L'inactivité des pêcheurs n'est pas sans conséquences sur les étals des marchés. Cette semaine, l'offre de poissons a diminué, une rareté qui a un effet sur les prix. Les tarifs de certains produits ont augmenté de 20%. Et ces intempéries touchent plusieurs régions sur les continents américains et européens. En France, des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls de 5 à 10 cm de neige ont été enregistrés. Dans la région parisienne, le trafic routier a été fortement perturbé. Amina Malkhalak. Un manteau blanc qui recouvre déjà toute la région parisienne où les premiers flocons de neige sont tombés il y a 48 heures. Dans le département des Yvelines, le cumul de poudreuse a atteint les 5 cm sous une température de moins 3 degrés. Ici, les déneigeuses commencent à devenir indispensables. Un hiver encore plus rigoureux dans des régions comme la Normandie. Au total, ce sont 29 départements français qui ont été placés dès hier en alerte neige-verglas. Cette vague de froid est encore plus intense en Amérique du Nord, où les températures atteignent par endroits les moins 20 degrés. Un hiver rigoureux qui donne aussi lieu à ce paysage époustouflant de glace. Les chutes du Niagara sont depuis quelques jours pratiquement gelées. Mais ces images sont loin de provoquer l'enthousiasme du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que le monde était en train de perdre la course contre les changements climatiques devant les personnalités conviées au Forum économique de Davos. Plus près de chez nous, l'Algérie subit de très fortes tempêtes de neige. 14 wilayas dans le centre et l'est du pays sont touchés par les intempéries. Près de 50 routes ont été coupées, notamment à Tizi Ouzou, Constantine et Boumerdès, ainsi que Tébessa. Les vols en provenance et à destination de 7 aéroports du pays ont été perturbés. Les vents violents ont contraint Air Algérie d'annuler plusieurs vols. À Tizi Ouzou, un véhicule a été emporté par les eaux. Le conducteur est toujours porté disparu. Et c'est dans ces conditions météorologiques que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu hier en Algérie, première étape de sa tournée au Maghreb. Sergueï Lavrov a évoqué le dossier du Sahara lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelkader Messahel. Sur cette question, le chef de la diplomatie russe a appelé au respect des principes de la légalité internationale. Il a souligné qu'il faut agir et dans le respect des décisions de l'ONU et de son Conseil de sécurité. Autre dossier abordé lors de cette conférence de presse, le conflit syrien. Sergueï Lavrov a réaffirmé l'importance du règlement de la crise dans ce pays conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2254.
Deuxième étape de la tournée de Sergueï Lavrov, Rabat, où le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé aujourd'hui. Il a été accueilli par son homologue Nasser Bourita, une visite qui donnera une nouvelle impulsion aux relations maroco-russes. Il y a 3 ans, le déplacement de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Moscou en mars 2016 avait donné un véritable coup d'accélérateur aux échanges économiques. Quelques mois seulement après la visite de Sa Majesté, ils avaient atteint 3 milliards de dollars. Reportage Yassine Kouindi, Marwan Kabassa. Cette visite en 2016 de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Moscou a été une étape déterminante dans les liens entre le Maroc et la Russie. Elle a permis d'accélérer la cadence de la coopération entre les deux pays sur les plans diplomatiques, politiques et économiques. Au cours de cette rencontre entre le souverain et le président russe, 16 conventions portant sur des secteurs stratégiques ont été signées. Ce sont des relations exemplaires marquées par le respect mutuel et par une coopération stratégique. La dernière visite royale en Russie a renforcé ce partenariat bilatéral. Plusieurs de ces conventions ont ciblé des domaines importants comme l'agriculture, la pêche maritime, le tourisme et l'enseignement supérieur. Et avant ce tournant majeur dans les relations entre les deux pays, 2006 a également été une date cruciale. Il y a environ 13 ans, Vladimir Poutine arrivait au Maroc pour une visite de travail fructueuse, car depuis, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a bondi. Il est passé de 200 millions de dollars à 3 milliards, selon les chiffres datant de 2016 de la CGEM, ce qui a permis de booster les exportations marocaines, composées à hauteur de 77% de produits agricoles, ce qui représente 1,5 milliard de dirhams. C'est une relation qui va en s'améliorant, que ce soit dans le domaine des échanges commerciaux ou dans le fait que la Russie ait fait le choix de privilégier l'Afrique et notamment le Maroc, qui est pour Moscou un partenaire crédible. Autre étape importante dans ces échanges, la visite en 2017 du Premier ministre Dimitri Medvedev qui s'est soldée par la signature de 11 conventions, un nouvel indicateur d'une progression constante de la coopération entre les deux pays. Résultat, le Maroc est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Notre consultant, le politologue Khalid Chegraoui, est avec nous pour analyser cette tournée, la tournée de Sergueï Medvedev. Donc, dans quel cadre s'inscrit la visite du ministre russe des Affaires étrangères au Maroc et sa tournée, sachant qu'il y a le retour d'une bipolarité russo-américaine. Effectivement, d'ailleurs, il faut juste rappeler que les relations entre le Maroc et la Russie sont très importantes. Déjà, à l'époque de la Russie tsariste, les relations étaient très importantes. Par la suite, avec l'Union soviétique défunte, les relations se sont développées de manière extraordinaire. Et bien sûr, après la chute du mur de Berlin, ces relations se sont développées de plus en plus, et principalement après la visite royale en 2016. Et aujourd'hui, les situations dans le monde se sont tellement transformées, et la Russie a commencé à reprendre son rôle quand même d'équilibriste dans ce monde qui, à un moment donné, est allé vers une sorte de pensée unique instaurée par l'Occident. Et bien sûr, aujourd'hui, on revient quand même à une situation beaucoup plus équilibrée. D'ailleurs, c'est ce que recherche le Maroc dans ce cadre-là. Par ailleurs, les relations économiques sont très importantes entre la Russie et le Maroc, que ce soit en termes d'importation de produits agricoles, de produits de pêche et autres, et surtout après la crise qu'a connue les relations économiques entre la Russie et l'Union européenne après la crise de l'île de l'Ukraine et de la presqu'île de la Crimée. Donc, je pense que la Russie a son rôle à jouer dans ce cadre. Bien sûr, pas toute seule. Bien sûr, il y a d'autres pays émergents comme la Chine et d'autres qui peuvent plus ou moins établir plus d'équilibre dans les relations internationales. Et on voit ces derniers temps que la Russie est en train de retourner en force dans ses anciennes positions, que ce soit qui datent de l'époque de l'Union soviétique ou de l'époque de la Russie tsariste, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. On voit le rôle
rôle que la Russie joue aujourd'hui en Syrie, le rôle qu'elle commence à jouer de manière très importante en Libye et surtout en Afrique, que ce soit en République centrafricaine et autres. Et je pense que le Maroc, d'ailleurs, mise énormément sur l'équilibre de ses relations afin de permettre un échange économique très important et surtout établir un espace de relations stratégiques, surtout dans la recherche de solutions aux conflits qui gênent, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général ou le monde arabe, avec un certain équilibre de ces relations. Le but, c'est de contrer l'unilatéralisme américain et c'est plutôt louable. Bien sûr, et surtout, le fait de contrer toute pensée unique dans la région et en nord d'Afrique, ce qui nous intéresse le plus. Merci beaucoup, M. Khalid Chedraoui, pour ces explications. Et en Afrique, justement, l'actualité est marquée par l'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo. C'est fait. L'opposant Félix Tshisekedi a reçu les symboles du pouvoir des mains du président sortant Joseph Kabila lors d'une cérémonie au palais de la Nation, siège de la présidence. C'est la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance en 1960. Submergé par la chaleur et l'émotion, Tshisekedi a fait un malaise de plus de 10 minutes lors de son discours d'investiture. C'est le président de la Chambre des représentants, Habib Melki, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie d'investiture. Nous pouvons continuer. Le Venezuela, lui, a pour le moment 2 présidents devant une marée humaine. Juan Guaido, principal adversaire de Nicolás Maduro, âgé de 35 ans, s'est autoproclamé nouveau président du pays. Rapidement, les États-Unis se sont empressés de l'adouber par un tweet du président Donald Trump devant ses partisans. Depuis le balcon du palais présidentiel, Nicolás Maduro annonce rompre les relations diplomatiques avec Washington. La tension reste tendue à Caracas, où les forces de l'ordre ont renforcé leur présence dans plusieurs quartiers. En cette fin de janvier, Carlos Ghosn aurait dû normalement, comme à son habitude, être au sommet de Davos. Et quelle ironie. Aujourd'hui, c'est depuis cette luxueuse station suisse que Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, a annoncé que Carlos Ghosn a démissionné de son poste de PDG de Renault, son dernier titre de dirigeant. Depuis 67 jours, le monde entier assiste à la décadence d'un PDG hors norme dans un scénario inédit. Le triple patron de 3 grands groupes automobiles n'est désormais plus qu'un simple détenu. Les détails avec Mehdi Bourali. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la marque aux losanges après 14 ans de règne de Carlos Ghosn. Incarcéré au Japon depuis 2 mois et demi, le dirigeant franco-libano-brésilien a démissionné hier de son poste de PDG de Renault. Sans trop attendre, le conseil d'administration du constructeur français a élu aujourd'hui Jean-Dominique Sénard, actuel patron du géant Michelin, comme nouveau président, alors que Thierry Bolloré a été nommé directeur général. Un changement de dirigeant qui n'aura aucun impact sur la stratégie de développement et d'investissement de Renault au Maroc. Que près de 10% de sa production est assurée au niveau de ses 2 usines à Tangemed et à Casablanca au Maroc. Le constructeur automobile continuera à accélérer la mise en place de son écosystème au Maroc. Plus de 815 millions d'euros ont été investis l'année dernière par l'industriel français, avec à la clé la création de 14 000 emplois au Maroc. Et d'ici 2023, la marque aux losanges devrait porter le taux d'intégration locale de ses usines à 65%, tout en augmentant ses achats en pièces fabriquées au Maroc à 1,5 milliard d'euros. Et au niveau de son usine de la Somaca, la marque aux losanges donnera un coup d'accélérateur à son activité avec un doublement de la production en 2022 pour atteindre les 160 000 unités produites à Casablanca. Retour au Maroc où tous les foyers de fièvre afteuse ont été éradiqués. Les services vétérinaires de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ont réussi à neutraliser les 6 foyers qui ont été découverts le 7 janvier dans 4 exploitations à Freh Ben Salah, Ribga, Sidi Ben Nour et Tanger. Et sachez aussi que les prix à la consommation ont connu une hausse en 2018. Selon le Haut Commissariat au Plan, leur indice annuel moyen a augmenté de 1,9% par rapport à l'année 2017. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées à Dakhla, Laayoune et Safi.
C'est aujourd'hui que le monde célèbre pour la première fois la journée internationale de l'éducation. Il avait été proclamé en décembre dernier par les Nations Unies. Aujourd'hui, 262 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école et 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire ni effectuer des calculs de base. Au Maroc, les chiffres en revanche ont connu une nette progression. Le taux de scolarisation au primaire est de 99%. Les détails avec Hind Benhabib. Plus de 99%, c'est le taux de scolarisation au primaire au Maroc, un chiffre encourageant pour un secteur qui connaît toujours des difficultés. En effet, plus de 38% des enfants scolarisés dans le royaume, tous cycles confondus, étudient dans des classes surpeuplées ou sont pénalisés par le manque d'établissements scolaires. Il faut faire évoluer l'éducation nationale, elle doit créer des individus et des citoyens à part entière. L'école seule ne suffit pas, il faut encadrer les enfants à la maison et dans la rue. Un encadrement qui commence dans les salles de classe qui souffrent du manque de professeurs. La nouvelle vision stratégique 2015-2030 place le recrutement des enseignants en tête des priorités. Il faut aussi revoir les programmes et se détacher des influences politiques et partisanes, encourager l'enseignement des langues étrangères et s'ouvrir sur le monde. Il faut s'adapter aux grandes transformations que connaît le monde car il est impensable que la matière que nous présentons aux élèves appartienne à une époque révolue. Le monde avance très vite à l'ère numérique. Et dans ce monde qui avance, ce sont encore plus de 262 millions d'enfants et de jeunes qui ne vont toujours pas à l'école. 4 millions d'entre eux sont de jeunes réfugiés. Samia Harissi vient de nous rejoindre pour sa rubrique culturelle hebdomadaire. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir l'univers d'un artiste qui a choisi de mettre en valeur des façades architecturales, du mobilier urbain, des corps humains, des vitraux, de la calligraphie, le tout avec de l'aquarelle. Oui, alors Rizan, l'aquarelle est un art assez délicat. Adam Mahfoudi n'a pas choisi la facilité, mais comme il est architecte de formation et qu'il a une passion pour les monuments, il estime que l'aquarelle est le médium artistique idéal pour les mettre en valeur tout en transparence à travers l'art de l'affiche du 19e siècle. Il exprime la sensualité de l'époque, la douceur des courbes, toutes ces choses qui le touchent sont dans ses œuvres et à travers lesquelles il réussit à nous émouvoir. Cette exposition est en cours depuis le 13 décembre dernier à la galerie d'espace culturel Casa del Arte à Casablanca. Je vous laisse découvrir ce reportage de Soumia Douhemi. Récit Mehdi Sofiane. C'est tout le patrimoine architectural marocain du XIIe au XIXe siècle qu'Adam Mahfoudi fait revivre dans ses aquarelles. Un univers que l'artiste, qui est aussi architecte et ex-inspecteur des monuments historiques, connaît bien. Des toiles d'une délicate transparence sur lesquelles il superpose motifs et caractère calligraphique. L'aquarelle, pour moi, c'est le meilleur moyen de mettre en valeur l'architecture, les monuments historiques et l'art de l'affiche. Je trouve que dans l'aquarelle, on a la possibilité d'utiliser la transparence. Encre de Chine et couleurs se fondent dans les aquarelles d'Adam Mahfoudi. Une chronique illustrée du patrimoine art déco casablancais, de l'architecture de Mazagan ou encore de Meknès du XVIe siècle. Moi je suis architecte et ce qui m'intéresse c'est aussi un peu sa nouvelle manière de représenter l'architecture, c'est-à-dire que c'est pas conventionnel et tout d'un coup il va montrer des bâtiments à l'aquarelle et il va les superposer dans un imaginaire avec une calligraphie ou des décors floraux. L'art nouveau de la fin du XIXe siècle est également très présent dans cette collection, avec des lignes courbes, une sensibilité exacerbée par des couleurs vives, un langage pictural en mouvement et chargé d'émotions. Samia, à présent une exposition photo qui crée des passerelles entre les travaux de photographes marocains et internationaux, ces photographes qui nous présentent le regard sur les responsabilités sociales. Et oui, la photographie a de toute façon, à mon humble avis, Rizlan, ce pouvoir d'interpeller celui qui la regarde et donc forcément une dimension sociale. Responsabilité sociale, c'est le titre de cette exposition collective dans le cadre de la 4e rencontre des artistes de Fès, dont le but est
de sensibiliser davantage le public au pouvoir de la photographie et de sa capacité d'influencer le regard et la vie des gens. À découvrir jusqu'au 27 janvier à l'Institut français de Fès, un avant-goût dans ce reportage de Sarah Jabri. Des photographies vibrantes, fascinantes et évocatrices d'engagement, des messages qui incitent au renouveau, à l'ouverture d'esprit et à la création, un projet culturel unique signé Kamal Zrari et 4 jeunes artistes graphiques et photographes marocaines, dans Chama, Beniaïch. Comme vous pouvez le voir, nous traitons des faits de société, nos photos sont essentiellement publiées sur les réseaux sociaux, des plateformes sur lesquelles nous voulons diffuser des pensées positives et éveiller la conscience des gens à travers notre art. Des œuvres à découvrir à la galerie de l'Institut français de Fès dans le cadre de l'exposition baptisée Responsabilité sociale et à laquelle prennent part 16 photographes marocains et étrangers. J'ai pensé qu'il était important de travailler avec des enfants autour d'un projet éducatif pour les impliquer dans la protection de l'environnement. Mes photos mettent en scène des produits et des installations faits à partir de matériaux recyclés. Nous nous réjouissons vraiment avec cette rencontre-là parce que c'est vraiment une rencontre autour de la responsabilité sociale qui va être le sujet de rencontres, de discussions entre les artistes internationaux. L'idée est justement de créer des passerelles, amorcer des dialogues et des échanges entre des artistes engagés et qui défendent chacun selon ses convictions des causes sociales à travers la photographie. Samia, quels sont les rendez-vous importants, culturels de la semaine prochaine? Et de la photo encore pour commencer notre agenda, Rizlan, avec l'exposition Cité ouvrière, regard intime, qui s'ouvre le 26 janvier à l'usine de Casablanca. Et si vous aimez la chorale, vous serez servi avec le concert Croisée des cultures le 26 janvier au complexe culturel Sidi Bliout à Casablanca. Rachid Hanbali expose du 1er au 24 février à Fès le spectacle Contrebasse. C'est le 2 février à l'Institut français de Tanger, le 1er et le 5 à Rabat. Et enfin, le cycle de cinéma espagnol, c'est du 1er au 22 février à l'Institut Cervantes de Rabat, Rizlan. Merci. Il y a du Buñuel, je suppose. Certainement, oui. Très bien, c'est mon préféré. Merci beaucoup, Samia, et à la semaine prochaine. Voilà pour l'information de ce jeudi. Je vous rappelle le titre principal. Le Conseil de gouvernement adopte le projet de décret relatif à la détermination des salaires et avantages des conscrits dans le cadre de services militaires et ceux qui seront recrutés à nouveau. Le Conseil a décidé, après examen, d'approuver le texte du projet de décret en vue de le présenter au Conseil des ministres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'actualité en langue arabe avec Salahdine Romari à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.